Bonjour et bienvenue. Merci de vous intéresser aux bibliothèques sonores. Merci aussi de regarder cette visio de présentation du logiciel Audacity qui pourra vous servir à devenir donneur de voix. Les explications que je vais vous fournir aujourd'hui concernent la version 3.3.3 d'Audacity, c'est-à-dire une version un peu ancienne, mais qui a le mérite d'être la même pour tout le monde. Dans un deuxième temps, je vous montrerai les petites différences qu'elle peut présenter par rapport à la toute dernière version d'Audacity, dont l'interface utilisateur est légèrement différente. Le premier chapitre sera consacré aux réglages de base d'Audacity, qui sont indispensables ou au moins utiles pour le respect des normes du don de voix et pour une utilisation commode d'Audacity. Alors, jetons-nous à l'eau et ouvrons Audacity pour commencer. Je double-clique sur l'icône d'Audacity et voici la fenêtre d'Audacity telle qu'elle vous apparaîtra normalement à la première ouverture. Nous allons dans un premier temps changer quelques options d'affichage. Ça n'est pas obligatoire bien entendu, mais c'est un conseil que je vous donne car cela vous facilitera la vie par la suite. Donc premièrement, nous allons aller dans le menu affichage et dans le menu affichage, dans l'option barre d'outils. Ce que je vous conseille, c'est de conserver les 10 premières barres d'outils et de décocher les suivantes pour qu'elles ne s'affichent pas. On va peut-être dans un premier temps réinitialiser les barres d'outils. Alors c'est un peu agaçant parce que à chaque fois, il faut venir sur le menu. Alors nous allons cocher les 10 premières, décocher les suivantes. Voilà, ça me paraît bien. Nous avons à peu près tout ce qu'il nous faut à l'écran et uniquement ce qu'il nous faut. Les barres d'outils qui se trouvent en haut à l'écran peuvent éventuellement être déplacées. Vous voyez que si je coche ici sur la partie grisée à la gauche de cette barre d'outils, je peux ensuite la déplacer et venir la positionner ailleurs. L'autre barre d'outils a automatiquement pris sa place. Je peux également, en cliquant sur la double barre qui se trouve à la fin de ce vue-mètre, l'agrandir, ce qui me permettra d'avoir une vision un peu plus précise de ce qui se passe. Je peux me permuter à nouveau et, si je le souhaite, agrandir de la même façon l'autre vue-mètre, qui me sert beaucoup moins d'ailleurs. Nous verrons ça tout à l'heure. Par ailleurs, je vous conseille également dans le menu affichage de venir vous assurer que l'option montrer la saturation, marche arrêt, est bien cochée. Ceci nous sera également utile par la suite. Enfin, nous allons non plus regarder des options d'affichage, mais des options fonctionnelles de Audacity. Là, c'est un peu plus important et certaines sont pratiquement obligatoires. Nous allons aller dans le menu Édition et dans le sous-menu Préférences, qu'on atteint également par CTRL-P. Dans le menu Préférences, partie gauche, vous avez tout un ensemble d'options que nous allons regarder les unes après les autres afin de régler celles qui doivent l'être. La première, Audio Setting. Les deux choses importantes sont ici le
Project Sample Rate, le taux d'échantillonnage du projet, qui doit être fixé à 44 100 Hz. Pareil pour le Default Sample Rate, le taux d'échantillonnage par défaut, qui doit lui aussi être fixé à 44 100 Hz. Enfin, le format d'échantillonnage est à 16 bits, doit être à 16 bits. Les autres informations, pour l'instant, nous ne les changeons pas. Nous pourrons les adapter à un autre endroit de façon peut-être plus simple. Donc, ce paragraphe-là est conforme. En lecture, ici en dessous, rien n'a changé. Les valeurs par défaut sont toujours bonnes. Recording, assurez-vous que l'option doublage, lire les autres pistes pendant l'enregistrement d'une nouvelle, est bien décochée, car en effet, nous ne faisons pas du doublage, nous n'écoutons pas une piste pendant qu'on en enregistre une autre. Donc, ceci ne nous intéresse pas. Décocher doublage. De la même façon, pour la même raison, décocher lecture de l'entrée à travers le logiciel. Les deux autres cases peuvent rester décochées également, et tout ce qui concerne l'enregistrement automatique ne nous concerne pas, donc nous laissons les valeurs par défaut et l'enregistrement désactivé avec la case non cochée. Périphérique MIDI, on ne va pas s'en servir, c'est pas la peine d'y aller. Qualité, vous pouvez laisser les valeurs par défaut ou passer directement en haute qualité si votre appareil, si votre PC est suffisamment puissant pour le supporter, ce qui est généralement le cas avec les PC récents. Sur interface, pas grand-chose à changer non plus. La langue française, si elle n'est pas automatiquement mise, tout le reste peut être laissé comme c'était. Piste. Alors le paragraphe piste, ici vous voyez qu'il a été développé parce qu'on a appuyé sur le petit carré qui se trouve à gauche et qui comporte soit un plus, soit un moins, suivant que le paragraphe est développé ou pas. S'il n'est pas développé, vous le développez. Dans l'entête de paragraphe piste, vous pouvez cocher, bien, ce soit tout à fait facultatif, afficher le nom de piste en superposition. Il est très important, très utile en tout cas, de cocher défilement automatique si la tête est désépinglée. Pour le reste, vous laissez les valeurs par défaut et les deux cases d'adaptation automatique et de l'affichage demi-onde décochées. Ensuite, vous passez à comportement des pistes. Alors, comportement des pistes, il est important que la case de permettre le glissement des bordures de sélection gauche et droite soit cochée. De même, la case juste en dessous, l'édition d'un clip peut déplacer les autres clips, doit être cochée. De façon facultative, la case finale zoom vertical avancé peut être cochée, ça ne vous servira pas beaucoup, mais pourquoi pas. Tout le reste peut rester avec les valeurs par défaut. Le paragraphe spectrogramme ne nous concerne pas, nous passons. Nous passons directement à import-export qui lui aussi peut être étendu, développé. Mixage en stéréo ou mono, oui, pourquoi pas, ça nous évitera de nous tromper par la suite. Ouvre la suivante, utiliser les options de mixage avancé, non. Ouvrir l'éditeur de balises de métadonnées avant d'exporter. Oui, nous parlerons tout à l'heure, ou plus exactement dans un autre épisode, de ces fameuses balises de métadonnées. Pour l'instant, nous faisons l'impasse, nous n'en parlerons pas, mais
nous pouvons prévoir l'option « Ouvrir l'éditeur » et nous en parlerons plus tard. Ignorer les silences, non, la balise standard, etc. Tout ça reste par défaut. Import étendu, pas la peine d'y aller, il n'y a rien qui nous concerne. Dans les options suivantes, bibliothèque, répertoire, rien à faire. Effet, facultativement, vous pouvez changer les options de tri et de présentation qui sont ici. L'organisation du menu effet, vous l'avez sans doute par défaut quand vous ouvrez Audacity pour la première fois, avec groupé par catégorie, group by category. Je préfère, moi, mais c'est facultatif et c'est une question de préférence personnelle, je préfère l'avoir trié par nom d'effet. Quand on recherche un effet dans la liste, les avoir par ordre alphabétique est plus, à mon avis, plus commode que de les avoir par catégorie, car encore faut-il savoir dans quelle catégorie l'effet que nous recherchons a été rangé. La même chose pour les effets temps réel, nous n'allons pas nous servir des effets temps réel, donc peu importe ce qu'il y a là-dedans. Et puis nous pouvons aller sur le paragraphe application où la case Check for Updates est vraisemblablement cochée chez vous, décochez-la de façon à rester en 3.3.3 jusqu'à ce que volontairement vous décidiez de changer parce que, par exemple, l'association des donneurs de voix nous l'aurait conseillé. Pour l'instant, il est préférable de rester en 3.3.3 ou 3.4 à la limite. Toute la documentation étant réalisée sur la base de cette version, c'est plus simple de la consulter et de comparer avec ce que nous avons. Voilà, toutes ces précisions ayant été apportées, nous pouvons valider cet écran. Nous allons donc maintenant examiner un peu ce qui se passe dans la partie supérieure de l'écran, du moins celle qui nous est accessible, c'est-à-dire non grisée. Que nous voyons principalement ici à gauche, les 6 premières touches qui sont ici à gauche sont les touches classiques d'un magnétophone. La touche avec le bouton rouge pour enregistrer, la touche avec le petit triangle vert, mais qui est ici grisé puisqu'il n'y a rien à écouter, mais c'est sur ce bouton-là qu'on appuierait pour écouter. À côté, de quoi faire une pause et reprendre ensuite l'écoute ou l'enregistrement. Les 2 flèches noires vers la gauche et vers la droite pour revenir au début ou sauter à la fin de l'enregistrement. Cette touche-ci, je n'en parle pas, elle est destinée à écouter en boucle certaines parties de l'enregistrement. Ça ne va pas nous servir. Le petit pavé de 4 touches qui est ici, vous voyez que la première est enfoncée et sélectionnée. Veillez à ce qu'elle le reste toujours. Si vous, par mégarde, vous allez sélectionner un autre mode de fonctionnement, vous allez voir que votre écran se modifie et que les actions que vous pourrez faire ne sont pas conformes à ce que vous attendez, donc restez dans le mode standard qui est représenté par cette image de curseur et que la bulle d'information intitule « Outils de sélection ». Ces touches-ci sont grisées, pour l'instant il n'y a pas accès, ce sont des touches de zoom, nous les verrons tout à l'heure. Ici également 4 touches qui sont grisées pour l'instant, sauf une, qui sont les touches d'édition classique. On peut tout de suite en parler. La copie, copier, coller, effacer, couper. Bon, ce qu'on trouve classiquement dans les traitements de texte ou dans les manipulations de listes. Et ici, 2 vumètres, l'un, celui du bas,
tel que je l'ai disposé, qui concerne l'écoute, le haut-parleur, et celui du dessus qui concerne le micro. Nous reparlerons tout à l'heure de leur utilité, surtout de celle du micro, puisque celle du haut-parleur, je vais vous recommander de la mettre systématiquement au maximum, niveau de lecture 100%. Il n'y a pas de raison d'en mettre moins. Juste en dessous, nous avons une barre qui concerne les périphériques. Bon, le premier cadran ici MME, vous le laissez comme ça, aucune raison de le changer à aucun moment. Ici, vous avez trois petites fenêtres qui vont nous permettre de choisir avec quel micro nous allons enregistrer, sur quel haut-parleur nous allons écouter et est-ce que nous enregistrons en mono ou en stéréo. Donc on peut commencer par là, c'est le plus simple. Un canal d'enregistrement, c'est du mono. Deux canaux, c'est de la stéréo. Nous ne ferons jamais de stéréo, donc toujours en canal d'enregistrement mono. Le micro, par exemple, ici, eh bien, il est possible que vous ayez plusieurs micros sur votre... il est possible et même vraisemblable et souhaitable que vous ayez plusieurs micros connectés à votre PC. Par exemple, ici, c'est le cas. J'ai ce qui est appelé réseau de microphones Realtek, c'est le microphone intégré au PC. Et le microphone Sennheiser, c'est un micro casque que j'ai branché sur le PC. Le mappeur de son, c'est un micro logiciel dont nous ne parlerons pas, qui ne nous intéresse pas dans ce cadre-ci. Donc là, nous avons à choisir quel micro nous allons utiliser. En l'occurrence, ce sera le Sennheiser, puisque c'est un micro-casque de bonne qualité qui me permettra d'avoir un bon son, ce qui est rarement le cas avec le micro du PC. En outre, le micro du PC étant placé loin de la bouche, il y a souvent un phénomène d'écho qui donne un son de cathédrale, un son de hall de gare à ce que l'on enregistre. Donc, nous utiliserons le micro de notre micro-casque. De la même façon, nous pouvons utiliser comme haut-parleur soit les écouteurs de notre micro-casque, soit les haut-parleurs intégrés au PC. Généralement, vous utiliserez les haut-parleurs de votre micro-casque, puisque de toute façon, vous l'aurez sur la tête. Ce sera de bien meilleure qualité et vous entendrez beaucoup mieux les différents détails de votre enregistrement, en particulier les petits artefacts, les petits accidents qui peuvent se produire en cours d'enregistrement, comme des chocs sur le micro, chocs involontaires sur le micro ou sur la table, des bruits extérieurs, des bruits parasites, la sonnette, la pendule, la radio, ou des bruits de bouche, même éventuellement, des souffles, des respirations qui vont venir s'intercaler dans votre enregistrement. On les entend beaucoup mieux avec un casque qu'avec le haut-parleur du PC qui est généralement de qualité médiocre. Si vous avez branché sur le PC le micro-casque avant d'ouvrir Audacity, vous retrouverez bien votre micro-casque dans la liste, dans les listes qui se présentent ici et là. Cependant, si vous avez d'abord ouvert Audacity et ensuite seulement branché votre micro-casque, comme c'est à l'ouverture d'Audacity que cette liste est établie, eh bien vous ne trouverez pas le micro-casque que vous avez branché ultérieurement. Pour le trouver, il faut forcer Audacity à réexaminer les différents périphériques en présence, et ceci peut se faire avec le menu Transport qui se trouve tout en haut de votre écran et dans le menu Transport, l'option Rescanner les périphériques audio. Ça prend une seconde ou deux et ensuite vous trouverez
vos périphériques correctement enregistrés. Merci de votre attention. J'espère vous retrouver très bientôt dans le 2e épisode consacré aux fonctions de base d'Audacity. À tout à l'heure.